visage, elle a eu lieu à Amiens parce qu'on a croisé une patiente. Donc ça, c'était 31 mai 2005. Donc pourquoi ça nous est pas sorti de la tête d'un seul coup? En 2003, il y a eu un congrès à Amiens, donc président M. Vauchel, et donc il avait imaginé de faire une table ronde sur la greffe du visage, 2003. Donc on avait réfléchi avec les autres. C'était là une jeune femme, il n'y avait plus le triangle nez, menton, lèvres, et on savait que cette fonction-là, c'était plus compliqué, et on avait quand même discuté la table ronde de 2003. Et donc forcément, elle est arrivée, et c'était la révélation que c'était pour elle. La transplantation, c'est un phénomène tout à fait récent, c'est quelque chose de tout neuf, c'est quelque chose qui n'a été reproduit qu'à un peu plus de 30 fois dans le monde. Et quand on confronte les expériences des équipes, on s'aperçoit qu'il n'y a pas encore, loin de là, de consensus quant aux indications, quant à la façon de procéder, quant au sens à donner à cette transplantation. Le choix de la méthode, enfin d'une transplantation, ce n'est pas seulement le chirurgien qui va en décider, c'est aussi l'état psychologique du patient, c'est aussi l'étendue de la défiguration, et si d'autres méthodes classiques ne peuvent pas apporter autant de bénéfices que la transplantation. Il y a toujours de toute façon cette balance entre bénéfices et risques qui sera prise en compte. Si l'on considère qu'un défiguré est un handicapé, un transplanté est aussi quelqu'un qui, s'il n'est pas handicapé, est quand même très pénalisé dans sa vie courante par toutes les contraintes qui lui sont imposées par le traitement immunosuppresseur. Voilà. Donc c'est effectivement cette balance entre le bénéfice qu'on pourra obtenir et les inconvénients, bien sûr, qu'on fera supporter à la personne. Mais quand moi je vois les 3 patients et leur retour pendant ces discussions et les attentes, etc., c'est quand même compliqué. Parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir un visage. Et moi, qui je suis pour dire attention, parce que ça peut être ça et ça et ça. On ne peut pas, quand on a sa figure et sa vie et qu'on n'a rien touché, on ne peut pas se mettre à leur place, quoi. Le grand enjeu de la greffe de visage, et celui qui semble évident, c'est de permettre à un sujet de redevenir semblable à la communauté. C'est celui qui semble évident. Celui qui est un petit peu plus, enfoui et qui est très très important, c'est que le patient aussi reconnaisse les autres comme semblables à lui. Parce que quand on a été exclu fortement, violemment, on peut se désolidariser du groupe et dire que finalement cette communauté-là, je n'y appartiens pas, elle est trop violente. Donc l'épreuve de la défiguration va déterminer le devenir de la greffe de visage. Les premiers mois, je faisais comme tout le monde dans la rue, hop, quelqu'un arrivait avec un visage un peu ou beaucoup défiguré, j'avais mon regard qui se détournait. Maintenant, quand ils viennent au bloc opératoire ou même quand des fois je passe dans le service, eh ben, ils se sentent un peu comme dans leur famille parce que justement on les regarde pas comme quelqu'un d'étrange, on les regarde comme un patient lambda. Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Enfin, comment vous décririez le regard que vous aviez au départ, que vous portiez au départ en détournant le regard, et après, qu'est-ce qui change dans votre représentation du patient? En fait, je pense qui a changé, c'est le fait de me dire ça pourrait être moi. Parce que c'était soit par accident, soit par maladie. Donc ça peut être moi demain qui suis comme ça. Et je me posais la question, quand mon regard se posait sur eux et que je sentais que j'avais un malaise, je me disais, mais en fait, je suis plus gênée qu'eux. Et il ne faut pas que je leur fasse ressentir ça, parce que c'est déjà difficile pour eux. Et mon rôle en tant que personne et infirmière au bloc, c'est justement de les accepter et de discuter avec eux, comme je discuterais avec vous. Et ce sont des gens normaux, c'est juste qu'ils n'ont pas eu de chance dans leur vie. La défiguration, c'est ne plus avoir l'usage de sa bouche, de son nez, ne plus pouvoir mobiliser son visage.
Ce qui fait que tout petit bébé, un petit d'humain reconnaît un visage, c'est le repère, le trait vertical pour le nez, les traits horizontaux pour les yeux. On est formaté pour reconnaître les visages. Et un sujet défiguré, il perd ces repères-là, et en plus, doublé, il a un handicap fonctionnel lourd. Comme ajouter à cela la maladie est aussitôt sanctionnée d'une certaine exclusion, la société ne va pas au-devant de quelqu'un qui est malade. C'est celui qui est malade qui doit y aller. Donc il a vraiment un double combat. Il doit soigner sa maladie, mais il doit aussi faire l'effort de dire « je suis là ». Et le sujet défiguré, le niveau de violence de la défiguration, il est immense, parce que l'exclusion, elle est totale. Donc l'effort à faire pour revenir, pour rester dans la société, il est considérable. Je discutais avec un autre patient du service qui, lui, est toujours défiguré, il a une malformation. Et il a toujours, depuis tout petit, il a toujours des réflexions dans la rue, même de personnes âgées, qui se retournent et qui lui font des réflexions, mais piquantes, quoi. Ouais. Donc ça, il continue à le vivre. Enfin, il dit, ça me passe au-dessus de la tête, mais il en parle quand même, donc c'est toujours dérangeant. Donc je pense que c'est vraiment plus ce regard-là qu'il faut changer de la société, plus que se dire il faut à tout prix qu'on se fasse opérer, qu'on change notre visage pour être accepté. Il faut qu'on se pose cette question quand on est dérangé en regardant quelque chose qui nous dérange, donc leur visage. Il faut qu'on se dise mais pourquoi on a des critères de physique et tout cela, tous ces critères-là, je pense qu'il faut les revoir. Et il faut se dire que, voilà, nous, des fois, on a un bouton, voilà, on essaie de le cacher, mais je veux dire, lui, il a la moitié de la tête en moins. Elle est où la vraie question? Elle est où le vrai regard à poser? C'est quoi l'identité? C'est quoi les gens, ils doivent avoir une vie, ils doivent... ou alors, ils vont tous se suicider pour faire plaisir aux autres, parce que ça les dérange d'être à côté d'eux. Tout ce qui sort de la norme, ça gêne, forcément. Donc il faut se battre pour se faire accepter. Et je pense que c'est vraiment dans le regard et s'ouvrir aux autres sociétés, aux autres civilisations et voir, voilà, changer la représentation du corps, du visage. Le premier critère sur lequel on se fie pour juger de l'humanité au nom de quelqu'un, c'est le regard. La vision est le sens prédominant chez nous. Le sujet défiguré, si on le regarde, on va l'exclure. Donc il faut qu'il puisse utiliser aussi la voix, il faut qu'il puisse rester dans la relation et pas fuir. Ça, c'est très important. Et alors, vous disiez, il me semble qu'un patient défiguré peut avoir le sentiment de ne pas appartenir à la même humanité. Et qu'est-ce qui fait l'humanité d'un visage ? En fait... Ce qui fait l'humanité d'un visage, c'est le lien. C'est-à-dire qu'il faut aider les patients défigurés, les sujets défigurés, à revenir dans une relation. C'est-à-dire que, évidemment, c'est vrai, le premier regard des autres va être excluant. Mais si le sujet reste, s'il ne fuit pas ça, il va établir un contact avec l'autre. Et donc, par exemple, le rassurer, dire « j'ai eu un accident ». Ou alors j'ai été opérée. Et en mettant des mots, en mettant un sens à sa défiguration, eh bien, voilà, il peut rassurer l'autre et rentrer dans une relation qui va permettre de le réintégrer dans la communauté humaine. Et alors du coup, quel type de défiguration aujourd'hui donne lieu à une greffe ? Qu'est-ce qui guide le choix ? Alors, il faut faire attention aux mots, il faut faire très attention. Voilà, aujourd'hui, un brûlé va bénéficier de greffe de peau, n'est-ce pas ? Quelqu'un à qui on retire un morceau d'os va bénéficier de greffe de tissu osseux. Greffe égale tissu. Transplantation, c'est autre chose. Transplantation, c'est organe. Je crois que si on veut avoir une image assez simple, la transplantation concerne les organes. Alors, le cœur, le rein, le foie, bien évidemment. Au niveau du visage, le visage est-il un organe ? C'est une autre question. C'est une question que je vais vous poser, justement. Ah bah, écoutez, vu sous l'angle du chirurgien, enfin bon, je ne voudrais pas reprendre le mot de Pascal, n'est-ce pas ? Les jambes sont les organes qui servent à marcher, c'est ce que c'est Pascal. Le visage est l'organe
n'est-ce pas, qui sert à s'exprimer, mais qui sert également à d'autres fonctions. Je pense que la notion d'organe est liée à une fonction. Alors, le visage, quelle est la fonction du visage? Ça, c'est l'autre question. Alors, il y a les fonctions vitales, qui sont les fonctions de mastication, de déglutition, de respiration, et le visage enveloppe et participe, n'est-ce pas, à ces fonctions qui sont des fonctions vitales. Après ça, c'est la fonction de relation. Le visage englobe d'abord, je pense, la face, c'est-à-dire cet ensemble, peut-être qu'on considérera de façon plus anatomique, c'est-à-dire osseux, muqueux, musculaire. Donc là, c'est la conception avec la casquette plus chirurgicale. Et après, il y a tout ce que peut être le visage, c'est-à-dire tout ce qui peut englober cette image externe, celle qui va permettre de rentrer en relation avec l'autre. Donc, peut-être effectivement qu'en tant que chirurgien, il s'agit de pouvoir donner la meilleure face pour que le patient puisse arborer le meilleur visage. Et est-ce que du coup, ça a un sens aussi, et lequel, enfin, ça en a un, mais lequel de distinguer organe interne, organe externe? Je ne sais suis pas sûre que ça soit important, enfin, en fait, dans le d'accord. sens. C'est ça que je veux dire. Ouais. Je dis que quasiment la décision technique est à la fonction. C'est aussi important qu'un organe, parce qu'on ne peut pas vivre sans visage. On peut vivre physiquement, mais on ne peut pas vivre socialement, enfin, on ne peut pas s'épanouir sans visage. Et en même temps, pour finir, c'est pas un organe dans le sens où ça n'a pas de fonction sécrétrice, ou c'est pas un cœur, ça bat pas, ça n'empêche pas de vivre. Ça n'empêche pas de vivre physiquement. Mais vous êtes caché avec un masque, une épithèse, mais ça ne s'appelle pas vivre. Vous exprimez et manger. Et voilà, la troisième patiente, c'est 22 ans qu'elle n'avait pas mangé. 22 ans. La transplantation a vertu de restaurer les fonctions. Une épithèse, un masque, et c'est la différence entre un visage et un masque, entre le fait qu'on soit vivant ou qu'on soit mort. Un mort n'a pas de visage. Un mort peut avoir une figure, il a essentiellement un masque, n'est-ce pas? Vous mettez une épithèse pour reconstruire une paupière et un œil à quelqu'un à qui on aurait fait ce qu'on appelle une exentération orbitaire ou orbitopalpébrale, eh bien jamais ça ne bougera. Il n'y aura jamais de clignement de l'œil. Chaque nouvelle transplantation, c'est une nouvelle histoire. Déjà, on considère souvent une nouvelle défiguration, une nouvelle, ce qu'on appelle perte de substance, une nouvelle zone à reconstruire. Moi, je me fixe sur les 3 qu'on a fait. Pour nous, il n'y avait pas d'autre solution. Une fois qu'on est persuadé, il n'y a pas grand monde qui va nous faire changer d'avis. Sauf, jusqu'à la dernière minute, vous savez bien, c'est le patient, puisque cruellement, elle resigne ou il resigne le consentement avant de descendre de bloc le jour J, alors que tout le monde est parti et que ça fait des mois qu'elle attend. Mais ça, c'est très compliqué, mais c'est comme ça. Alors, on leur explique dès le début que pour nous, ce n'est pas une partie plaisir, mais c'est comme ça. Nous proposons, parce que nous pensons que c'est une solution, que c'est l'une des solutions pour l'instant la meilleure pour le patient,
Mais lui peut toujours, de toute façon, effectivement, la refuser. Le choix, jusqu'au dernier moment, le choix reste au patient. Et jusqu'au dernier moment, il peut refuser cet acte chirurgical. Donc, on a besoin de son consentement. En attendant, 9 ans après, entre guillemets, ce consentement ne sert à rien. Sauf qu'elle, elle sait qu'elle a signé. C'est-à-dire que s'il se passe un problème, qu'elle a peur, que ceci, que cela, ma première truc, c'est on vous abandonnera jamais. Donc, soit on dit non, on ne peut pas faire mieux, soit si on vous prend en charge, alors, on n'est pas sûr de réussir, mais même si on rate, on recommence et on ne vous lâchera pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous apprenez que le greffon arrive, en fait? Quand on nous appelle en disant c'est bon, il y a un donneur. Ah bah, il y a le cœur qui se met à battre un peu vite, parce qu'en plus c'est souvent à minuit, donc des fois on est prévenu en fin de journée, mais le temps que toutes ces démarches se fassent, que la famille accepte réellement. Donc oui, c'est un stress, mais stress positif, parce qu'on a préparé tout ça depuis des mois, et on n'attend qu'une chose, c'est qu'on nous appelle pour ça, parce qu'on sait que leur vie va changer du jour au lendemain aux patients. Et quand les patients arrivent, là, on ne réfléchit plus, on fait ce qu'on sait faire, et ce qu'on a appris, et ce qu'on a répété. Le temps doit s'arrêter. Et dans la transplantation, c'est ça qu'on a appris aussi. C'est-à-dire que et pour ça qu'on travaille aussi en relais. C'est-à-dire que le temps pendant la transplantation doit s'arrêter. C'est-à-dire qu'évidemment, on a tout le temps de préparation qui demande des heures. C'est au bout d'une journée, on ne sait jamais quel jour. Enfin, c'est ça qui est compliqué. En attendant, quand le transplant arrive, il est urgentissime de anastomoser les vaisseaux pour qu'ils vivent. Oui, ça, c'est le temps. Il faut rétrécir au maximum le temps entre le moment où le greffon, le transplant n'est pas vascularisé. Donc, au moment où on a coupé l'artère chez le donneur et qu'on va le rebrancher. Une fois que c'est branché, que le sang passe, là, c'est le temps doit s'arrêter. Or, vous êtes déjà au bloc depuis 10 heures, 12 heures, on ne sait pas. Et c'est là où il y a la sagesse de dire, bon, donc là, même si on a répété, même si on sait exactement ce qu'on veut, etc., de prendre le temps de faire les choses complètement. Donc de resuturer tous les nerfs, les vaisseaux, les muscles, etc. Parce que le résultat, il est là. Quand M. de Vauchel dit bon, on déclampe, donc ça veut dire qu'il enlève le clamp qui coupe le sang de l'artère, il a fini ses points, il n'y a plus un bruit dans la salle, tout le monde est là au-dessus de lui, comme des petits insectes qui sont réunis, et tout le monde là n'a plus rien dire, et là le sang arrive. Et là, soit on applaudit, ça dépend. Mais comme l'intervention n'est pas terminée non plus, puisque c'est la première anastomose, donc il ne faut pas non plus se réjouir. On sait qu'au moins le sang passe et qu'il y a une grosse partie du travail qui est fait, quoi. Donc c'est déjà un soulagement de se dire que le greffon, ça fonctionne et qu'au niveau vasculaire, ça fonctionne. Et tout de suite après, M. de Vauchel m'a fait « Bon, allez, on continue. » Parce qu'il faut rester dans cette... Il ne faut pas qu'on dise « C'est bon, allez hop, on s'en va. » Non, c'est une émotion, il n'y a plus un bruit. On sent que tout le monde attend en ce moment. Et ensuite, ça est reparti pour les autres anastomoses. Et à la fin, quand il y a toutes les sutures et qu'on voit à peine, on ne se pose plus la question. C'est lui. Et du coup, comment est choisi le donneur, alors précisément? Est-ce que c'est une question de ressenti? Le donneur n'est jamais choisi. C'est un. Il n'y a pas du tout de question de ressemblance aussi. Si, je dis ça de façon un peu provocatrice, mais c'est la réalité des faits. C'est-à-dire que on détermine un certain nombre de critères de choix qui sont transmis aux équipes de coordination, des choix d'âge, des choix de phototype cutané, essentiellement. Bon. Au-delà, il faut avoir l'humilité de reconnaître que un visage chez un patient qui est en réanimation, en état donc de mort cérébrale, c'est un visage, comme le corps d'ailleurs, marqué par un long séjour en réanimation, qui peut être démacié, qui peut être alors trop pâle, enfin bref, l'arrêt de la vie va modifier l'apparence du tissu cutané. Alors on détermine un certain nombre de critères, il y a d'autres critères qui sont des groupes tissulaires, etc., qui eux sont fondamentaux et sont tout à fait importants. Alors il y a donc cette grande difficulté à pouvoir évaluer objectivement même le phototype d'un individu, le principe même qui fait que les dons d'organes en termes de visage sont rarissimes, que quand vous avez attendu 6 mois ou davantage un donneur, qu'on vous en annonce un. À ce moment-là,
quand nous, on a dit oui sur la photo qu'on a reçue par mail, alors l'équipe de coordinatrices, les mêmes, vont revoir la famille ou les autour et disent vous êtes merveilleux, vous avez donné tout ça. Pour cette fois, donc pour la première c'était un peu compliqué, mais pour cette fois, on a quelque chose de plus à vous demander. Il y a une jeune femme qui a été mordue par un chien et qui a perdu une partie de son visage, et il y a une équipe qui est prête à faire avec une partie du visage qu'on va prendre sur le visage de votre mère-fille, je ne sais pas qui c'est du tout, et pour mettre sur cette... Donc, ce sera la première. Donc, vous allez forcément la voir dans les journaux. Donc, etc. Toutes les questions. Les infirmières coordinatrices, donc, leur travail, c'est justement, lorsqu'il y a un prélèvement d'organes, susceptible d'aller discuter avec le médecin auprès de la famille quand il y a un patient qui décède et qui est en mort cérébrale, d'aller leur expliquer et leur demander si ils avaient eu connaissance que la personne qui est en mort cérébrale avait donné son consentement pour donner ses organes lorsque ça arriverait. Enfin, c'est délicat parce que c'est un moment qui est terrible, où la famille n'est pas du tout à même d'entendre toutes ces choses-là. On ne veut pas perdre la personne qui est en mort. Pour nous, elle va toujours refaire. Il y a encore une chance. Donc je pense que ça, c'est vraiment un gros, gros travail psychologique, d'accompagnement, pour rassurer les familles et surtout, déjà, quand il y a des prélèvements de cœur, de foie, de poumon, c'est des organes internes, on ne les voit pas. Déjà, c'est difficile, ça. Et là, demander qu'on prélève un visage... La loi impose à tout le monde d'être donneur potentiel, sauf à avoir exprimé son refus sur un registre national de refus. Ça, c'est assez clair. Cela étant, il y a la loi qui stipule que nous sommes tous donneurs potentiels, ce qui représente à peu près 1% seulement des cas de décès. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. Bon. Mais les équipes de coordination prennent toujours le soin de demander à la famille. Car, en fait, l'expression d'un refus peut aussi avoir été purement le fait d'un discours tenu entre membres de la famille. Bon. Et là-dessus, ça paraît impossible, difficile, même si, étant mort, notre corps ne nous appartient plus, ça paraît difficile d'aller prendre des organes. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est que les familles acceptent volontiers qu'on prenne un cœur, un foie, un rein, dès lors qu'on en demande au-delà. C'est beaucoup plus difficile. C'est vrai pour la cornée, c'est vrai pour le visage, encore plus vrai. Sauf que, dans le protocole, et c'est là-dessus qu'on a presque le plus travaillé dans les dissections, c'est qu'on avait promis qu'il n'y aurait pas de traces de notre passage. C'est-à-dire qu'on a un service de maxillofacial, on a des prothésistes, on sait faire des masques, des épithèses, voilà. Et donc, on a travaillé, parce que ce n'est pas du tout mon métier, pour que tout le monde dans l'équipe, les internes, les prothésistes, machin, sache refaire le visage à l'identique. Donc la première chose qu'on fait sur le donneur, quand on arrive, c'est prendre une empreinte. Nous rentrons en jeu pour faire l'empreinte faciale, avant prélèvement. Donc on fait une empreinte totale de la face. En 25 minutes, on doit être capable de prendre l'empreinte du donneur et de retirer l'empreinte et que l'empreinte soit finie en 25 minutes. Avec les tests qu'on a déjà eu à faire, on sait que là, on va poser le silicone sur le visage, on l'étale, on attend un petit peu, le petit peu, c'est calculé, tout est à la seconde près. Là, c'est le moment de remettre du durcissement au-dessus, c'est-à-dire du plâtre. On remet du plâtre par-dessus et on attend, on calcule. Là, c'est le moment de le retirer. Au niveau de le retirer aussi, il y a tout un protocole. On donne une marge de 5 minutes, mais on sait qu'en moins de 25 minutes, c'est déjà fait. C'est vraiment parfait. On ne va pas dévoiler notre secret au niveau du silicone, mais il est très intéressant. D'accord. Et donc après, vous retournez dans notre labo, et puis on fait nos préparations. On travaille le silicone, on essaye de chercher la teinte qui se rapproche le plus. C'est le plus grand travail. C'est le travail le plus dur. On a cherché pour essayer de trouver ce qui pourrait se rapprocher le plus de la texture de la peau en silicone, et après pour faire l'empreinte, ce qui pourrait nous donner le grain de peau du patient, quoi, parce que c'est ce qu'il faut que ce soit ressemblant, quoi. Déjà, même quand vous posez le silicone à nu, il faut déjà qu'on voit qu'on imagine que ce n'est pas du silicone, voilà, que c'est de la peau. Parce que une fois que la greffe est faite, il faut savoir que la famille doit voir
ce qu'on nous en a fait, c'est-à-dire le donneur. À ce moment-là, quand ils viennent regarder, bah, ce qu'on a eu comme retour, c'est que la famille était satisfaite, en ce sens qu'ils n'ont pas eu de différence du tout. Tout a été remis comme c'était. C'est avant tout une histoire d'équipe. On a un patient et derrière, en face, il y a une équipe. Le patient rentre dans l'équipe. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait la confiance absolue humainement, j'entends, hein, que le patient s'engage dans le même chemin que nous. C'est-à-dire que la chirurgie, là-dedans, c'est rien. Ça, c'est juste un jour. Après, commence sa nouvelle vie. Donc, une fois qu'on a rabouté les nerfs, etc., c'est la kiné, c'est la patiente qui fait le reste. C'est peut-être la différence aussi avec une greffe d'organes type poumon, cœur, ou une fois que cette greffe a été faite, le patient doit bien sûr s'investir dans un traitement également lourd, mais il n'a pas forcément il doit faire de la rééducation, mais il n'a pas forcément à vraiment travailler comme nos patients doivent le faire, devant un miroir, pour pouvoir récupérer toute la tonicité. Au départ, quand on transplante, on a anastomosé donc les muscles, les nerfs, et il faut que tout cela récupère. La question de l'appropriation du visage passe par l'usage de celui-ci. C'est-à-dire que c'est parce qu'on sent son visage et parce qu'on peut le mobiliser quand on choisit de parler, de manger, qu'on peut dire que c'est mon visage. Donc le temps un petit peu plus délicat est le début de la greffe, où le visage n'est ni sensible ni mobilisable. Alors, on pourrait penser que de ce fait-là, la présence du donneur est beaucoup plus forte à ce moment-là. En même temps, étant donné que tous les regards de nouveau peuvent se poser sur le visage, le patient est assez, on va dire, il est happé par ça. Il a un appétit de rencontres, de visites, il va, entre guillemets, oublier. Hein. Mais en même temps, quand on sort d'un moment de défiguration, on a tellement hâte d'oublier, d'avoir passé ce temps-là, hein, que voilà, on use et on use encore de ce visage tout nouveau, hein, même s'il n'est pas tout à fait opérationnel, voilà, ça n'est pas si grave finalement, parce qu'on est vraiment porté par l'enthousiasme, par l'euphorie d'avoir de nouveau le visage, d'avoir de nouveau un visage. Mais alors justement, comment est-ce que vous redonnez au visage la capacité d'exprimer les émotions? Alors, on n'est pas là pour exprimer des émotions. Enfin, quand je dis qu'on n'est pas là par la transplantation pour exprimer des émotions. La transplantation, c'est donner les moyens, le tissu vivant qui permettra à la personne de retrouver une fonction de mouvement. Ce mouvement sera imparfait. Les émotions, c'est ailleurs. Le visage n'est que le traducteur des émotions. Les sourires sont différents d'une personne à l'autre, même si le sourire peut être caractérisé par la mise en tension de tel et tel muscle. Mais justement, on parlait juste avant de comment évaluer, en tout cas, essayer d'évaluer les qualités d'un greffon facial. Et c'est tout ceci qu'on a développé en fait à travers le projet Simovi, qui s'appelle Simulation des mouvements du visage, avec plusieurs technologies, que ce soit alors la plateforme d'analyse du mouvement, un scanner qu'on appelle un scanner de surface, et des imageries qui sont faites en fait à partir d'imagerie IRM. Alors nous utilisons la plateforme Cinemus à l'UTC en collaboration avec les chercheurs de l'UTC, où ce sont des marqueurs que l'on vient coller sur la face, qui vont être repérés
par des caméras qui sont placées tout autour de la face du volontaire ou du patient et qui permettent d'analyser les déplacements de ces marqueurs qui sont positionnés sur la face. On va pouvoir voir et évaluer la récupération, par exemple, d'un sourire. Comment les commissures se déplacent, comment elles au fur et à mesure, le patient récupère ce qu'on appelle le tonus, c'est-à-dire que les tissus sont moins sensibles à la gravité. Donc tout ça, ce sont des véritables indicateurs de suivi, de récupération du greffon. On a l'idée qu'une personne défigurée ne peut pas passer à côté de sa défiguration. C'est-à-dire que c'est évident qu'elle ne peut que voir qu'elle est défigurée. Eh bien, en fait, ça n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que c'est tellement traumatisant qu'on peut ne pas le voir. J'ai rencontré des patients dont tout le monde pensait qu'ils étaient très à l'aise parce que, parlant facilement, etc. Et en fait, quand on discute avec eux, ils évitent leur visage, ils évitent le regard dans les miroirs qui peuvent renvoyer une image, on va dire, spontanée. Ils évitent le toucher. Voilà. Et donc, en fait, et quand ils se regardent, ils vont regarder le corps sans regarder la tête. Vous aviez pris l'habitude, je crois me souvenir de ça, que vous aviez pris l'habitude, par exemple, dans la vie de tous les jours, de faire abstraction de votre visage. C'est-à-dire que vous pouviez essayer une robe, je crois, vous m'aviez dit ça. Je me lâche, je me verrai pas ça. Voilà. Si vous... Ça, je et ça reste. Et ça reste aujourd'hui, oui. Quand je me relâche, maintenant, je vois un visage. Un visage. Vous voyez un visage. D'accord. Ce n'est pas encore le tien. Je sais pas. Je sais pas. D'accord. Vous avez... Et... Si, c'est un visage. Mais un visage, je le ressens plus intérieurement que extérieurement. Chacun d'entre nous avons une expérience, un éprouvé de notre visage. Et tous, nous sommes décalés par rapport à notre image. C'est-à-dire que si quelqu'un prend des images de nous pendant qu'on s'exprime et qu'on pose le regard après sur cette image-là, on sent qu'il y a un décalage entre les deux. Hein. C'est-à-dire qu'on a un éprouvé de notre visage, on a, on va dire, un visage de nous qui n'est pas le visage qui sera porté par le regard de l'autre. Hein. Donc ce décalage-là, on le vit tous, seulement on l'oublie. Mais lorsqu'on a été défiguré, on réapprend à éprouver un visage. Et de ce fait-là, on réexpérimente quelque chose que nous, on a toujours, que quelqu'un qui n'a pas perdu son visage a toujours connu et donc a oublié ça. Le visage, je m'imagine, tu sais, mais pas le visage que je vois quand je le regarde. C'est différent, le visage. Et le visage touché, vous le sentez plus approprié que le visage vu? Quand je le touche, je sens vivant. Le sens vivant, c'est votre vie, donc c'est plus vous-même parce que c'est visage vivant. Votre rapport à votre visage, c'est moins dans le regard, c'est dans le toucher. C'est le ressenti, ce que je ressens. Voilà. Vous ressentez votre visage. Avant,
j'avais un visage et je ne le voyais pas. Vous aviez un visage et vous ne le voyez pas. Là, je sais que j'ai un visage, je le sais, mais si j'ai un problème, c'est le toucher. C'est au toucher. Donc, moi, j'ai entendu deux choses. C'est qu'avant, vous aviez un visage, mais vous ne le voyiez pas. Vous pouviez, en fait, c'était presque une nécessité d'en faire abstraction. Enfin, vous étiez vous-même indépendamment sans ce visage. Et maintenant, vous avez un visage, mais le fait de le regagner, c'est pas tellement l'image. Vous voyez un visage, c'est de l'intérieur que vous vivez ce visage. Et si vous avez à vous assurer de quelque chose dans sa matérialité, c'est par le, voilà. Et c'est d'abord par le toucher, et finalement, le regard vient après. C'est tactile. C'est tactile, c'est le vôtre dans le tactile. Le rapport que vous avez avec vous-même et où vous êtes vous-même dans votre visage, il est d'abord tactile. Me regarder, oui, j'ai un visage. C'est le mien. C'est tout. D'accord. Et quand je fais ça, la sensation est plus... Importe. C'est ça l'authentique. C'est presque dans un second temps qu'il y a une espèce de confirmation visuelle que vous avez un visage. Mais d'abord, ressentir qu'on a un visage, c'est dans le toucher. L'identité, pour moi, n'est pas le visage. Parce que je vois avec la dernière personne qui a été greffée, elle, j'ai beaucoup parlé avec elle. C'était pas juste 1 heure avant, 1 heure après, donc on a appris à se connaître. Et le jour où on lui a fait la greffe, et ensuite, voilà, je l'ai revue après, puisqu'elle revenait de temps en temps, bah, pour moi, elle avait toujours été comme ça. Elle était comme ça. C'était elle. Pourtant, je l'ai vue avant avec ça. C'est pour ça, parce qu'ils gardent leur intonation de voix, leur regard. Je pense que le regard joue beaucoup dans l'identité et dans la manière tactile du toucher. Le visage ou le corps, c'est une enveloppe. Donc, pour moi, c'est pas le physique qui est l'identité, c'est la psychologie, l'émotion. Quand on pense voilà, rapidement, le visage, c'est d'abord l'identité du patient. Mais après, on peut aussi philosopher et faire des jours et des jours de communication sur c'est quoi l'identité. Parce que l'identité, c'est aussi bien mes mains que mes pieds, c'est pas le visage. Sauf que c'est la relation avec autrui. Et c'est bien pour ça qu'on dit, par exemple, si on revient sur l'histoire pourquoi nous on a changé d'avis, on a évolué sur le fait de greffer des gens qui ne voient pas. Pour qui je le fais? Pas pour lui, il ne voit rien. En plus, je vais le rendre dépendant de l'autre qui va regarder si sa greffe va bien. Par contre, vraiment, les patients américains, donc il y a 3 non-voyants, ils n'avaient plus de visage, ils n'avaient plus d'identité, ils n'étaient plus humains. Ils n'ont plus rien, ils n'ont plus ils ont plus d'yeux, ils n'ont plus de nez, ils n'ont plus de bouche, ils ont une espèce de placard là devant. Ils n'ont plus le visage humain, donc ils n'ont plus d'identité homme. Quand quelqu'un pense à la greffe de visage, la première réaction, c'est de dire « ça n'est pas possible, changer de visage, c'est changer d'identité, c'est impossible ». Alors, il faut bien comprendre que lorsque quelqu'un dit ça, il le dit parce qu'il a un visage. Et c'est de ce corps-là qui a un visage qu'émane la pensée, qui n'est pas pensée de changer de visage brutalement comme ça. Alors qu'en fait, lorsqu'on dit ça, on dénie juste le fait qu'on change de visage en permanence. L'enfant qu'on était, le bébé qu'on était, l'adolescent, le jeune adulte, quand on arrive à 40 ans, on a déjà eu des quantités très importantes de visages. Pas seulement parce que les traits changent, mais aussi parce que les sentiments, les émotions changent, la mise en relation change. On a un type de visage avec ses parents, un autre avec ses amis, un autre avec son conjoint. Voilà. On a en fait, en réalité, beaucoup de visages. Mais en fait, on ne l'appréhende pas. On ne peut pas appréhender la multiplicité de ces visages parce qu'on a besoin de sentir la continuité de soi-même. Mais on en a beaucoup. Donc, le sentiment de continuité de soi, il n'est pas porté par la fixité d'un visage qu'on aurait de notre naissance à notre mort. Non. Il est porté par le fait qu'on se reconnaisse dans une certaine manière d'être en relation avec l'autre. Donc, chirurgicalement, on dirait qu'il y a la fonction. Socialement, il y a
faire face à l'autre en tant qu'égal, quoi. Donc ça, c'est une vraie identité qu'on leur rend. Et Isabelle, c'est ça. Elle me dit, ils m'ont redonné une identité. C'est ça qu'elle voulait dire. Elle veut dire, ils m'ont redonné de quoi prendre une photo, être à côté de mes petits-fils, aller dans la rue, faire mes courses et que personne ne me regarde comme la défigurée avec son masque. Et ça, à mon avis, elle vous l'explique comme ça. Hein. Elle ne va pas chercher des trucs philosophiques, c'est juste du quotidien, quoi. Elle peut aller acheter ses clopes et personne n'en met. Alors, dans le cas d'Isabelle Dinoir, c'est assez curieux, parce que là, on est dans le cadre du traumatisme. Et donc, on a bien dit que dans le traumatisme, le but du traumatisé, c'était, quel que soit le traumatisme, c'était de retrouver le visage qu'il avait avant, avec tout ce que peut comporter la mémoire que l'on a du visage que l'on avait avant. Et dans son cas, à elle, quand on fait une analyse des photographies d'elle quelques années avant son traumatisme et quelques années après la transplantation, eh bien, on pourrait, vous savez, dans cette espèce d'avant-après, tiens, ma photo il y a 10 ans, ma photo maintenant, considérer que son visage n'a pas beaucoup changé autrement que par un phénomène naturel de vieillissement. Ce qui est quand même assez extraordinaire, mais ça c'est une chance, enfin, c'est le hasard heureux, n'est-ce pas, qui a fait qu'on ait cette similitude. C'est là le mot identité vaut davantage dans le sens d'une similitude. Donc on peut décliner le mot identité à différents... Non, je crois que enfin moi j'insiste beaucoup là-dessus, même si le mot que j'utilise est peut-être pas très très heureux, je crois que la transplantation, elle est là pour restaurer à quelqu'un sa capacité de se reconstruire, donc on parle davantage d'individuation que de restauration d'identité. Autrement dit, c'est une greffe d'organes. L'allotransplantation de tissu composite au niveau du visage, comme on utilise le terme scientifique, n'est-ce pas? Eh bien, une greffe au sens noble du terme, c'est une transplantation au sens médical du terme, et c'est pas une face qu'on va transplanter ou greffer, c'est un visage dans ce sens où ça redonne à la personne. Donc, c'est à la fois un organe, mais ça permet à la personne de se reconstituer. Alors, on parlera d'identité, on parlera de tout ce que l'on veut, ou d'individuation, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, quoi. Le chirurgien n'est là que comme le petit bricoleur qui permet à cette espèce de miracle de se faire.